Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Petit Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme pour son premier podcast. Salut Jérôme. Bonjour Marine. Et je suis en compagnie de Samuel, que vous devez tous et toutes connaître, puisqu'elle est là souvent dans nos podcasts. Salut Samuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis tous les trois dans cet épisode du Petit Club, dans le cadre de notre feuilleton de l'été consacré aux jeux de société. Et nous allons parler des jeux de société pour duo et solo. Le Petit Club, c'est maintenant. Alors avant de commencer, on voulait juste faire un petit point de pourquoi on veut parler des jeux solo et duo. Quand on pense jeux de société, on pense souvent aux jeux familiaux, aux jeux à 4 joueurs ou avec des copains, la bonne paye, le Monopoly, les grands classiques. Mais c'est pas toujours évident de trouver 4 joueurs ou plus pour partager ces moments. Et les éditeurs se sont dit que ce serait bien de faire des jeux solo et duo. Donc c'est pour ça qu'on voudrait discuter de ça aujourd'hui pour tous les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas jouer à plus de 2. Donc ça peut être intéressant. Et petite précision, nous allons discuter principalement de jeux solo et duo qui sont faits pour ces configurations-là, qui sont pensés pour 1 à 2 joueurs. Et on ne parlera pas des jeux collaboratifs qui sont faits pour 4 à 6 joueurs, mais qu'on peut jouer seul ou à 2 en prenant plus de personnages. Ça fera l'objet d'un autre club. Samuel, est-ce que tu veux commencer et nous présenter un jeu ? Oui, je peux commencer. Et le premier jeu dont je vais vous parler, il s'appelle Welcome to Your Perfect Home. C'est un jeu qui se joue à partir de 1. On peut y jouer tout seul, on peut y jouer à 2, on peut y jouer jusqu'à 100. En fait, on a chacun une fiche, parce que c'est un jeu à cocher. C'est des jeux que moi j'aime bien. Le but, ça va être de marquer le plus de points, comme c'est le cas généralement. Et dans ce jeu-là, en fait, on va incarner des architectes donc dans les années 50 et on doit construire le plus beau lotissement. Alors comme ça semble un peu étrange, on se dit ça me donne pas envie. Ça fait les Sims un peu, les Sims en jeu de société. C'est très très chouette. C'est un jeu où on va avoir 3 rues et en gros à chaque tour entre guillemets, on va avoir une combinaison d'un chiffre et d'une action à faire. Et les chiffres, on va devoir les placer dans nos 3 rues disponibles et toujours dans l'ordre croissant. C'est vraiment la condition pour les remplir. Et donc, je vous montre un peu le matériel. Vous ne le verrez pas, venez y jouer à la médiathèque. C'est le teasing, tu sais, tu en fait, sors les boîtes. C'est hyper intelligent. Alors, le point négatif qu'on peut y trouver, c'est qu'il y a peu d'interaction si on y joue à plusieurs, mais vu qu'on joue à 1 ou à 2, il n'y a pas trop de soucis. Et c'est un jeu très chill, en fait. C'est comme les jeux, vraiment les jeux à cocher, c'est vraiment ça. C'est se défier, c'est un peu casse-tête, et c'est réussir à faire le max de points durant la partie, quoi. Donc moi, c'est un jeu que j'aime bien. Donc au-delà des actions combinaisons, on va avoir des objectifs communs, si on joue à plusieurs ou si on joue à 1, qui vont être souvent des trucs d'urbanisme, donc réussir à faire un lotissement de 3 cases, etc., de 3 maisons. Donc c'est un jeu très chouette que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et que j'aime bien ressortir de temps en temps. Le design est super joli, ça fait vraiment très rétro, années 50. C'est années 50, ouais, vraiment. Ouais. Vous y avez déjà joué ou entendu parler ? Je connais pas. Non, je le connaissais pas non plus. Mais du coup, tout seul, tu as aussi les mêmes objectifs ou comment tu... Ouais, en fait, tu te poses des objectifs et en fait, tu marques le nombre de points lorsque tu réussis. Quand tu joues à plusieurs, en fait, tu vas avoir des objectifs. Le premier qui réussit à l'atteindre va marquer, par exemple, 8 points. Et le deuxième qui réussit à l'atteindre, il va marquer moins de points. D'accord. Donc, en fait, à la primeur, si t'es le premier, tu gagnes plein de points. D'accord. Ce qui est l'objectif du jeu. Donc, très bien, ouais. Jérôme, tu aurais un jeu à nous présenter ? Eh bien, écoutez, oui, j'enchaîne avec Jaipur. Alors, on a un petit débat avant le podcast pour discuter si on disait Jaipur. Alors, moi, je vais le faire à la française, Jaipur. Alors, c'est un très joli jeu qui se compose de cartes et de jetons. Alors, je devrais peut-être pas commencer par un petit point négatif, mais la mise en place est un petit peu fastidieuse. Mais les tours de jeu vont assez vite, donc c'est un jeu strictement pour 2. L'objectif est le suivant, en fait, vous êtes le marchand du Maharaja, vous êtes des marchands pour le Maharaja, et le but du jeu est d'être le meilleur marchand. Alors les cartes, vous allez y trouver des marchandises et des chameaux. Le chameau, en fait, c'est la base du jeu, c'est le troc. Donc on échange des chameaux contre des marchandises, chacun à son tour, et il y a une phase où on vend.
On vend des marchandises, on récupère des points. Alors évidemment, il y a des belles marchandises, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a du rubis, des pierres précieuses. Il y a aussi des babouches, tout de suite moins glamour. Mais Usées ou pas? Non, neuves, mais quand même d'un intérêt plus modéré en termes de gain de jeu. Et donc, le but du jeu, c'est de vendre ces marchandises et d'être à la fin de chaque manche en tête. Alors, ça se joue en 2 ou 3 manches, selon qui gagne. En fait, on peut jouer en 2 manches sèches. L'intérêt, c'est que c'est vraiment assez rapide à jouer. Alors là, je vous disais, la mise en place est un tout petit peu fastidieuse. Par contre, le tour de jeu va vraiment assez vite. Et les 3 manches peuvent vraiment être pliées, une fois qu'on a un peu l'habitude, en 20-25 minutes. Donc c'est vraiment sympa pour ça. On peut y jouer. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec ma filleule à 9 ans, 10 ans. Ça passe très très bien. C'est très rigolo. Et puis c'est vraiment sympathique. Les cartes, je les montre pour mes collègues. C'est assez mignon. Vous avez des marchandises, des chameaux. C'est coloré. C'est très coloré, c'est très joli. Et les jetons, c'est un peu le même principe avec les différentes marchandises. C'est un jeu qui est disponible dans les médiathèques de QBO. Là, pas mal de jeux, on a essayé de présenter des jeux qu'on a. Pas forcément tous, mais la majorité, on les a en médiathèque, si vous voulez les emprunter. Sur Jaipur, ça me fait penser, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre quand tu joues toujours avec la même personne? Parce que moi, j'ai ça sur un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que si tu joues toujours avec la même personne, il y a un niveau égal de compétence et du coup, ça reste intéressant à jouer. Mais jouer avec quelqu'un qui a jamais joué et toi qui connais bien le jeu, en fait, c'est plié hyper vite parce que tu as déjà des techniques. Mais est-ce que ça te fait ça sur Jaipur ou pas? Alors effectivement, avec quelqu'un qui ne connaîtrait vraiment pas, la première manche sera vraiment en sa défaveur parce que tu vas l'arnaquer, puisque c'est quand même un jeu de marchand. Après, les principes sont assez simples et ma filleule dont je vous parlais a pigé très vite le coup et a gagné assez rapidement. Bon, il y a une part de chance, évidemment, le tirage influe. Il y a un espèce de twist assez marrant, c'est que quand les cartes sont étalées, donc il y a 5 cartes étalées au milieu des joueurs, donc ces cartes peuvent être soit des marchandises, soit des chameaux. On peut choisir soit de prendre une marchandise, soit de prendre tous les chameaux. Et en fait, là, il y a un petit twist, un petit coup à prendre, c'est-à-dire ça peut être stratégiquement important de prendre tous les chameaux, parce qu'après, ensuite, une fois qu'on a tous les chameaux, on peut les échanger contre plein de marchandises. Donc une fois qu'on a compris ça, on se dit à quel moment je prends tous les chameaux, à quel moment je prends ma marchandise. Mais non, pour avoir joué un certain nombre de parties avec la même adversaire, il n'y a pas de déséquilibre. Moi, je vais enchaîner sur un jeu solo. Pour le coup, on a récemment acquis Ortis à la bibliothèque. Donc c'est une toute petite boîte, mais vraiment minuscule, mais très bien pensée, parce que pour le coup, ça rentre dans la poche et on peut l'emmener partout. Alors, je crois que c'est une nouvelle version du jeu qui existait déjà, qui s'appelle Orcade, donc à confirmer, mais ça a l'air d'être le même jeu, mais un peu mis à jour. Le principe est sympa, c'est que vous avez un verger et il va falloir collecter, faire les meilleures récoltes. Ça se joue avec 9 cartes. Donc ça, c'est vachement intéressant. Vous avez 18 cartes dans le jeu, donc il faut les mélanger et les séparer en 2 paquets de 9. Il y a un paquet de 9 que vous rangez dans la boîte et vous gardez l'autre paquet. Le but, c'est que vous allez retourner 2 cartes. Vous avez une carte posée face visible avec le verger sur la table et vous avez 2 cartes en main. Et le but, ça va être de superposer les arbres fruitiers pour augmenter la valeur des dés que vous posez dessus. Et bien évidemment, les dés, ça compte des points. Si vous mettez un dé de 6, ça fait 6 pommes, 6 poires, 6 citrons. Et puis, si vous faites plus que 6, vous avez un autre petit dé, ça va valoir 10. Et puis, une brouette, ça vaut 15. Donc là, c'est vraiment le Graal. Et il faut être stratégique parce que les cartes sont pas toujours bien foutues pour que vous puissiez augmenter tous vos dés d'un coup. Donc il faut avoir un peu de stratégie. C'est un vrai petit jeu de casse-tête, mais qui est très simple à comprendre, très simple à prendre en main, qui ne demande pas beaucoup de place sur la table. Et pour le coup, c'est un défi à soi-même. Le décor est super acidulé, c'est très frais. Vraiment, le jeu est très très agréable. Je l'ai pris en main. La première partie, j'ai pas fait un bon score. J'ai eu une récolte un peu pourrie. Et puis j'ai commencé à comprendre au bout de la 3e partie comment je pouvais un peu m'améliorer. Et puis voilà, j'ai fait un meilleur score après, mais c'est un petit défi à soi-même. Ça se joue très vite, c'est des parties en fonction du temps qu'on prend pour réfléchir avec ces cartes, mais je pense une quinzaine de minutes max
c'est fait. Et je trouve que l'avantage, comme on a 18 cartes, mais qu'on mélange et qu'on n'en prend que la moitié, c'est vraiment rejouable parce que vous n'avez jamais la même configuration dans les mains. Et donc, on peut développer des techniques, se dire, OK, je vais plutôt conquérir le centre tout de suite ou alors étendre mon verger et faire plutôt un grand verger plus large pour pouvoir superposer. Malgré tout, vous avez toujours que 9 cartes en main et pas toujours les bonnes et elles ne tombent pas toujours dans le bon ordre qui vous permettrait d'augmenter plus vite vos dés. Donc voilà. Et puis, il y a un petit écureuil qui est un petit bonus-malus. J'aime bien ce concept. Il vous donne un bonus pour poser, avoir une dérogation pour empiler 2 arbres qui ne sont pas de la même couleur. Mais il faudra enlever des points au score final parce qu'en fait, il vous aura chippé des trucs en échange. Ah bah oui. Voilà, un écureuil, quoi. Bah oui, un écureuil. Donc c'est un jeu très sympa. Alors par contre, à partir de 14 ans, parce qu'il ne faut pas se fier à la boîte aux couleurs un peu peps et au côté, ça a l'air simple. Non, c'est du vrai casse-tête et chez des enfants un peu jeunes, ça peut très vite agacer et les tenter de ne pas reprendre le jeu, alors qu'en fait, il vaut le coup. Mais on est plutôt, voilà, si vous avez des enfants ou des ados qui aiment bien les jeux de logique et les casse-têtes, là par contre, allez-y, c'est très fun. Et vraiment, ça se met dans la poche. Donc c'est parfait pour voyager. C'est le jeu qui prend pas de place et voilà. Par contre, c'est un jeu solo. Et petit bonus de cette nouvelle édition qui, je crois, n'existait pas dans le jeu précédent, au dos des cartes vergers, vous avez des recettes. Donc des recettes de cocktails, des recettes de gâteaux. Et c'est un deuxième jeu. On peut faire autre chose avec. Alors j'avoue que j'ai pas testé cette partie de la carte parce que je me suis bien amusée avec le verger déjà. Donc à me prendre la tête à faire la meilleure récolte. Mais il y a un deuxième jeu derrière pour un peu changer les mécaniques et je trouve ça plutôt intelligent parce que vu le packaging, ça fait quand même des bonnes heures de jeu pour un tout petit contenant. C'est plutôt sympa. Et puis les meeples sont très chouettes. L'écureuil ressemble bien à un écureuil. Une brouette aussi. C'est plutôt plaisant. Donc voilà, un vrai jeu solo pour le coup à mettre dans la poche. Je vais enchaîner sur un autre jeu solo à mettre dans la poche. Tintin. Ça fait partie de la gamme microgame de chez Matago. Et là, celui dont je vais vous parler s'appelle l'île des prédateurs, donc qui est un jeu solo aussi, où on va avoir des animaux, des cartes animaux numérotées de 0 à je ne sais plus combien. Mais en fait, ça va être le principe de la chaîne alimentaire. On va étaler toutes les cartes en carré et le but, ça va être d'avoir le moins d'animaux possible à la fin. Donc, les animaux peuvent manger, par exemple, le 9 que j'ai sous les yeux peut manger la carte 8, la carte 7 et la carte 6. D'accord. Et du coup, il va falloir faire un enchaînement de croquage et réussir à avoir le moins d'animaux possible à la fin. Sachant que quand un animal en mange un autre, il a une petite action en bas de sa carte qu'on est obligé de faire. Donc là, par exemple, c'est au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger, sachant que normalement, c'est orthogonalement. D'accord. Donc, du coup, ça rajoute une contrainte. C'est bonus-malus, là, comme l'écureuil. Pas forcément, parce qu'en fait, comme ça fait un peu de la programmation où, en fait, t'essayes... Moi, j'y ai joué... Normalement, c'est solo, mais je sais que j'y ai joué avec mon frère. On était vraiment à deux et en train de se casser la tête à se projeter, à dire « Attends, on va commencer par celui-ci, puis on va enchaîner avec celui-ci. » Et puis, vraiment, se projeter vraiment assez loin, en fait, pour essayer de vraiment maximiser les déplacements et comment on peut manger tel animal pour obtenir, réussir à en avoir... Je crois que vraiment, si on finit à 3, 2 et 1, c'est le top du top. Mais c'est pas si facile. Alors, ça paraît tout bête parce que souvent, ce sont des jeux... ceux-là sont... moins de 20 cartes. Ouais. Et en fait, on se dit, pareil, en termes de rejouabilité, on se dit, c'est pas top. Et là, en fait, comme les cartes sont jamais, on les met de manière, au hasard, en fait, on n'a jamais la même configuration. Et du coup, on a toujours un casse-tête qui est renouvelé aussi sur ce truc-là. C'est plutôt cool. Et du coup, tu as toutes tes cartes étalées devant toi. Tu tires pas des cartes au fur et à mesure. Donc, tu peux faire de la programmation, effectivement. Ça, en fait, tu programmes tout. Après, tu as 2 cartes petits bonus que tu utilises ou pas. Tu as une baleine et un requin que tu utilises ou pas en fonction de si tu veux te faire du challenge en plus. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Ça paraît tout bête. Ils sont pas tous égaux, comme on en discutait un peu avant, cette gamme-là de chez Matago. Mais celle-ci, c'est vraiment pas mal. Et dans une poche aussi. Ouais, c'est le porte-carte, quoi. Ouais. Et combien de temps te prend une partie à peu près ? Ils mettent 20 minutes. Après, ça dépend. Je pense que nous, on a mis moins de temps. Et parce qu'après, ça dépend la vitesse à laquelle du tirage et la vitesse à laquelle tu tentes aussi. Parce qu'en fait, ce genre de truc, c'est pas grave si tu perds. En fait, tu recommences. C'est tout le but. C'est ah non, j'ai pas réussi, je vais refaire mieux la fois d'après. Et c'est vraiment ça. Tu peux enchaîner 3-4 parties facilement. Le goût du défi s'empare de toi et tu enchaînes après. Très facilement. Donc là, entre Ortis et l'île des prédateurs, 2 jeux pour les aficionados, des casse-têtes et des programmations, des jeux d'échecs, ce genre de choses, quoi. Il faut un peu réfléchir. Tout à fait.
Pas mal. Jérôme, est-ce que tu aurais autre chose à nous présenter ? Oui, j'enchaîne avec un autre jeu pour 2 personnes. Alors, je vais vous parler de Cité perdue. Cité perdue, c'est un jeu qui a été créé par Rainer Knizia. Beaucoup d'Allemands dans la création de jeux. Ils sont très fortiches, il faut bien le dire. Il est bien connu, lui, en plus. Et alors, celui-là, tout à l'heure, j'avais quelque chose qui nécessitait un tout petit peu de mise en place. Là, pour le coup, il n'y a rien à faire. C'est tout simple. Un tout petit plateau de jeu que je montre à mes collègues, qui est tout simple, qui représente 5 zones différentes colorées, et des cartes. Les cartes, on les mélange, on les distribue. C'est fini pour ce qui est de la mise en place. Alors, Cité perdue, vous êtes des archéologues et vous cherchez des trésors, d'où le titre. Alors, vous avez 5 zones différentes. Vous allez avoir en main des cartes qui vont représenter ces zones avec des points. Et vous avez aussi d'autres cartes qui ont cette petite particularité d'être des poignées de main. Ce sont des défis, en fait. Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à faire le plus de points dans chacune des cités perdues. Alors, la subtilité du jeu, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller à la recherche des 5 cités. Ça peut être stratégique d'aller n'en chercher que 1, 2, 3 ou 4, parce qu'en fait, si vous ratez votre coup et que vous n'avez pas le nombre de points requis, ça vous coûte très cher en fait. S'agissant de chaque côté de faire le maximum de points, si vous ratez, en fait, les points sont comptés négativement. Et ça fait mal. Et le défi, en fait, c'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si vous êtes confiant que vous allez trouver la cité verte, vous mettez un défi, un deuxième, un troisième. Et là, en fait, vous multipliez vos points par 2, par 3, voire par 4. Et si vous loupez la découverte de la cité, vous multipliez vos pertes par 2, par 3 et par 4. Vous avez compris le principe. Ça se joue assez vite, c'est en 3 manches également, 2 manches gagnantes. Non, 3 manches, je vous dis une bêtise, 3 manches obligatoirement. Au nombre de points final. C'est un jeu qui est recommandé par le fabricant à partir de 10, mais je dirais que 8-9 ans, ça marche aussi. Le principe est assez simple. La chance joue un rôle, puisque si vous avez dans votre tirage initial, on distribue 8 cartes au départ. Si vous avez 10 points, ça vous tente plus d'aller chercher, sachant que les cartes sont numérotées de 2 à 10, ça vous tente plus d'aller essayer de découvrir la cité de la couleur en question. Parfois, on peut aussi se lancer avec juste un 2, un 3 et espérer qu'au tirage, on va arriver à avoir plus. Et des fois, on se loupe. Donc, on peut finir avec un score négatif. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est un petit jeu sympa. Pas de mise en place pour le coup. Assez facile à jouer. Par contre, pas facile d'emmener en voyage parce qu'il est un petit peu grand. Le plateau de jeu est un petit peu grand. Mais c'est vraiment le seul inconvénient qu'on peut y trouver. Très sympa, très facile à jouer, toujours renouvelé. Super. Je ne connaissais pas ce jeu. Moi non plus. Je vais le découvrir. Moi non plus. Alors, il n'est pas dans notre réseau, mais je le prête volontiers. Non, mais ça donne des idées, tu vois, pour C'est ça. Ouais. en Voilà. acheter de nouveau. Ouais. Ça rajoute des petites lignes sur nos listes de commandes. Moi, je voudrais enchaîner avec un jeu qui se joue à 1 ou 2 joueurs. J'ai testé les 2 formules et les 2 sont très sympas, quoiqu'elles se jouent un peu différemment, parce que fatalement, et je sais que Samuel aime beaucoup ce jeu, donc on va pouvoir en parler toutes les 2. C'est One Deck Dungeon chez Nuts Publishing, et donc on a enregistré un petit quelque chose avec Nuts, donc je ne sais pas quand sera diffusé par rapport à ce petit club, le club VIP de Nuts, mais je vous engage à l'écouter parce qu'on en discute un petit peu. Donc One Deck Dungeon, c'est un dungeon crawler, donc les gens qui sont habitués du jeu vidéo connaissent un petit peu, c'est l'exploration de donjons et du tapage de gros monstres, gobelins et autres ghouls, mais là c'est version carte, et donc ça se joue à 1 ou 2 joueurs. Le but étant de rentrer dans le donjon, d'ouvrir des portes, de taper des monstres, de récupérer des dés, puisqu'on joue avec des dés, d'augmenter ses compétences, ses capacités, et de descendre dans le donjon les 3 étages jusqu'au monstre final qu'il va falloir tataner sec, parce que c'est hyper dur. Je me fais laminer lamentablement dans mes parties. Mais voilà, et ça se joue à 1 ou 2 joueurs. Donc effectivement, les cartes, vous jouez à 6 personnages, donc 6 guerrières, guerrières, paladins, mages, dans cette première version.
Et donc, il y a une phase 1 joueur et une phase 2 joueurs. Donc, évidemment, la phase 1 joueur a un peu plus de dés de départ, un peu plus de points de vie. Mais bien évidemment, c'est normal. Mais on peut jouer à 2 et les 2 configurations se jouent très bien, l'une comme l'autre. Donc, le but, c'est de taper des monstres, de lancer des dés. Et ce que j'aime bien, c'est que ça mélange à la fois hasard et stratégie. Parce que hasard, effectivement, en fonction de la carte qu'on retourne, moi, la première partie où j'ai joué solo, j'ai retourné un gros monstre dès la première partie. Je n'avais déjà pas la bonne couleur de dés pour gagner, donc je suis morte dès le premier tour. C'était un peu pitoyable. Mais si vous retournez un piège ou quelque chose de plus facile, on peut plus facilement avancer dans les niveaux. Et puis après, il faut quand même avoir les bons jets de dés qui vont bien comme avec les dés. D'où la partie chance. Voilà, d'où la partie chance. Mais après, il faut quand même avoir un peu de stratégie parce qu'une fois qu'on a battu le piège ou le monstre, la carte, on peut l'ajouter à à sa propre carte, soit rajoutant des objets, c'est-à-dire soit des dés supplémentaires, soit des points de vie supplémentaires, ou des compétences spéciales qu'on va pouvoir dépenser soit dans les combats, soit dans les pièges. Ou alors, on peut l'utiliser en tant que XP, donc carrément point de compétences qu'on va rajouter pour passer des niveaux. Et quand on augmente de niveau, on peut porter plus d'objets, on peut avoir plus de compétences, on a des bonus. Donc voilà, il va falloir quand même réfléchir en fonction du monstre ou du piège qu'on vient de battre, ce qu'on en fait. Est-ce qu'on s'en sert pour des XP? Est-ce qu'on le récupère dans son inventaire ou pas? Sachant qu'en début de partie, on est quand même assez limité dans la... T'es tout nu, quoi. Ouais, on est un peu tout nu, puis on peut pas porter Vraiment. beaucoup d'objets et tout ça, donc il Oui. faut bien réfléchir et pas griller forcément ses cartes sur des trucs qui ont l'air bien mais qui vont pas servir. Et puis ensuite, il faut battre le gros monstre. Et alors là, là c'est la joyeuseté qui commence. Boss, ouais. Voilà. Le boss est rude, ouais. Le boss, c'est rude. Sachant que vous avez, ça marche en espèce de quêtes. Et il y a 6 quêtes différentes. Il y en a une niveau 1. Et puis après, il y en a 2 niveau 2 et je crois 2 ou 3 niveau 3. Je n'arrive pas à battre le boss niveau 1 déjà. Donc, c'est assez dur, mais c'est quand même très, très agréable à jouer. Puis c'est le genre de jeu, plus vous le connaissez, plus vous connaissez les personnages, les combos qui vont bien, des choses qui fonctionnent bien ou qui sont utiles. Donc ça aide aussi. Et comme c'est complètement collaboratif, même à 2, il n'y a pas de déséquilibre du tout, on joue en team. Donc ça, c'est vraiment... Comment tu matérialises ta montée en compétences, en fait? C'est ça que j'ai pas compris. C'est tes dés, en fait ou... Non, en fait, tu as ta carte de personnage et sur le côté de la carte, tu as les compétences de dés. Donc, par exemple, tu as des épées jaunes pour symboliser les dés jaunes que tu vas utiliser. Des petites chaussures roses, ce sont l'agilité, donc ça sera les dés roses. D'accord. Et des petits symboles bleus, et ça, c'est la magie. Ouais. Voilà. Et après, tes petits points de vie, c'est des petits cœurs, en fait, que tu as sur ta barre. Et donc, sur les cartes monstres, elles sont faites de telle façon à ce que tu peux les glisser sous ta propre carte pour rajouter le côté. Donc, tu peux vraiment faire une extension de ton personnage sur le côté et les compétences se mettent au-dessous. C'est de la même façon, ça fait des listes. Donc, c'est assez facile. La mise en place est facile. Franchement, ça prend 3 minutes. Les règles, la première fois, il faut bien comprendre le système de montée des points, de lancement des dés, mais il n'y a rien de compliqué. Franchement, ça s'apprend vite. Et puis, dès la première partie, on prend bien le pli, je trouve. Et la boîte est toute petite. Tout tient dans une petite boîte. Alors, on ne la met pas dans la poche, celle-là. Mais c'est vraiment une petite boîte, donc c'est trimballable hyper facilement. Et il y a une deuxième version qui se passe dans la forêt. Et donc c'est une autre boîte pour 1 ou 2 joueurs. Et si on les combine, on peut faire une partie à 4. Après, dans l'idéal. Pour avoir testé dans cette configuration-là, c'est à 4, mais c'est quand même un peu 2 teams. En fait, tu mélanges pas tes dés sur le monstre de la deuxième équipe en parallèle. Donc c'est vraiment conçu. Alors c'est possible d'y jouer jusque 4, mais c'est vraiment conçu pour du 1 ou 2 de base, quoi. C'est vrai que ça joue bien 1 ou 2. C'est vrai que c'est pas le genre de jeu, même si j'avais la deuxième boîte, c'est pas. J'aimerais bien tester pour les personnages et éventuellement le décor, mais pas forcément jouer à 4 parce que à 2 ça joue vraiment bien. Ou seul. Il y a quand même pas mal de dés en fait, donc ça peut vite partir en fouillis aussi. Il y a beaucoup de dés. Une deuxième boîte à côté, tu fais wow. Il y a beaucoup de dés. Oui. Et il y a un mode campagne. J'ai oublié de le dire, il y a un mode campagne qui se joue un peu différemment. Donc je pense qu'on peut jouer à 2, parce qu'il y a 2 cartes de compétences basiques. Donc on peut jouer à 2 en mode campagne. Et là, la mise en place est un tout petit peu différente. Il y a un petit bloc où on peut choisir des compétences supplémentaires dès le départ, parce que forcément, comme il va falloir aller jusqu'au bout de la campagne, il faut partir un peu plus armé que pour une partie seule. Je n'ai pas encore testé le mode campagne, mais je trouve ça assez intéressant aussi d'offrir une campagne et de garder d'une partie sur l'autre tes progressions, tes compétences et de monter comme ça. Ça fait un autre genre de narration, en fait.
Voilà. Et l'univers de la boîte est plutôt très classique, gobelin, nain, paladin, guerrier. Fantasy plutôt. Ouais, médiéval, fantastique. Voilà, on est dans Donjons et Dragons, c'est vraiment on est dans ce thème-là au niveau du décor, mais très sympa. Pour le coup, un vrai jeu que je recommande bien pour 1 ou 2 joueurs. Cool. Alors, Super. on va changer d'univers totalement. Je vais parler de Star Realms, qui est un jeu uniquement de cartes, qui tient dans une deck box. Vraiment tout petit. Ouais. Et donc c'est un jeu d'affrontement à 2 et un jeu de deck building. Juste pour expliquer rapidement, donc on commence avec un nombre de points d'influence, comme des points de vie, et chaque joueur commence avec 10 cartes identiques. Donc généralement il y a des petits vaisseaux basiques, de la monnaie, etc. Et au fur et à mesure de la partie, on va jouer nos cartes et en acheter de nouvelles. C'est un peu le principe du deck building. Celles qu'on achète, on les met dans notre défausse pour l'instant. Une fois qu'on a fini notre main, on remélange tout et on va pouvoir commencer à taper l'autre. Le but étant de réduire ses points d'influence à 0. Donc c'est pas très compliqué comme ça quand on le speech. C'est que c'est un peu stratégique parce que dans le jeu, il y a différentes factions, il y en a 4 différentes et du coup 4 manières de jouer. Donc on peut jouer par exemple... je sais plus, le rouge, je crois, c'est ceux qui attaquent bien. Il y en a qui sont plus défensifs, etc. Certains plus contrôle. Et l'idée, c'est soit on peut jouer vraiment à fond ceux qui attaquent, ou faire un mix de différentes factions pour réussir à équilibrer et faire quelque chose d'un peu plus nuancé. Donc il y a, comme on parle de rejouabilité souvent, parce que c'est un truc important quand même dans les jeux, là, chaque partie va être différente, parce qu'en fait, le tirage de cartes sur le marché, de choses qu'on va pouvoir acheter, il sera jamais le même, il sera jamais dans le même ordre. Oui. Nous, pareil, on commence avec 10 cartes, mais on n'en pioche que 5 au début. Donc, pareil, en fonction de ce qu'on a en main, on va avoir des actions qui sont différentes. Donc, c'est vraiment très cool. J'aime bien les jeux de deck building parce que y a toujours ça. On part tous de la même base, oui. Mais après, ce qu'on va en faire de nos cartes, ça ne dépend que de nous. Et je trouve ça très cool. Donc là, ces deux, ils mettent 45 minutes. Ouais, taper quand même bien 30 minutes facile. Il y a une application qui existe aussi pour le comptage de points, qui est pas mal. C'est intéressant. Normalement, on a des jetons. Non, avec ceux-là, c'est une carte. Et en fonction des points qu'on prend, on déplace la carte, etc. Et l'appli, franchement, après, au pire, vous comptez sur un papier. Mais voilà, ça rajoute un petit truc. Je crois qu'il y a de la musique en plus à côté. Donc ça fait un une petit ambiance. Truc pas mal. Ouais, c'est ça. Qui est pas mal. Après, pour les gens qui n'aiment pas trop les vaisseaux spatiaux, parce que là, ça se passe dans l'espace, il y a la version fantasy qui existe, qui s'appelle Hero Realms. Et du coup, là, ce sont des héros plutôt. Et pareil, c'est vraiment le même principe. Deck building, des factions différentes qui ont des aptitudes ou une manière de jouer différentes. Et voilà. En fonction de l'univers que vous préférez, vous avez le choix. Oui, Samuel dit ça en me regardant et en rigolant parce qu'elle sait que moi j'aime bien tout ce qui est l'espace et que s'il y a le moyen de mettre la main sur une version espace d'un jeu qui se passe normalement dans un donjon avec des orques, j'y vais. Donc... Moi je sais que je préfère la version Hero Realms, mais voilà, je me suis dit on va changer un petit peu pour poser autre chose. Non mais c'est bien, on se partage. Ouais, on se partage. On est chacune... Alors, on va changer d'ambiance là parce que je trouve que c'est beaucoup trop guerrier et beaucoup trop violent à mon goût. Donc je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Patchwork. Un jeu strictement pour deux personnes. Son créateur, c'est Uwe Rosenberg. Je ne répète pas ce que j'ai déjà dit auparavant, mais vous aurez compris. Le but du jeu, on a chacun un petit plateau de jeu que je vais montrer, qui est tout simple. C'est un quadrillage, c'est 9 cases par 9 cases. Il est bleu, il est vert ou jaune. Et le but du jeu est de faire un patchwork. Donc, nous avons pour cela à disposition des pièces. En fait, pour vous représenter ça, imaginez-vous Tetris. Tout le monde connaît Tetris, c'est tout simple. Vous avez des pièces de différentes formes qui tombent. Et bien là, en fait, ces pièces, elles sont étalées devant vous. Et vous allez, chacun à votre tour, en prendre une et essayer de la mettre sur votre plateau de jeu. Donc au début c'est facile parce que vous avez de la place et vous n'êtes pas limité, mais au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir en fait la difficulté, c'est comment je vais rentrer mes pièces qui sont vraiment pour certaines complètement biscornues dans le plateau de jeu. Donc chacun a son plateau de jeu, chacun essaie de rentrer au maximum ces petits morceaux de patchwork qui sont assez bien faits, c'est joli, c'est assez coloré. Et vous avez une petite particularité, certaines de ces pièces ont des boutons. En fait, les boutons dans le jeu Patchwork, c'est la monnaie.
c'est ce qui va vous permettre d'acheter en fait ces différentes pièces. Certaines sont chères, certaines sont meilleur marché. Et donc en fait, la stratégie va consister à essayer d'avoir un certain nombre de boutons qui sont en fait un revenu qui revient de façon récurrente et qui va vous permettre d'acheter les meilleures pièces, celles qui vous arrangent le plus pour, au final, que votre patchwork soit complet. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de trous à la fin. Parce qu'en fait, quand on décomptera à la fin, les trous sont comptés négativement dans votre score. Et donc, le but du jeu est bien sûr de faire le plus haut nombre de points. L'apprentissage du jeu est vraiment facile, la prise en main est toute simple. 2 joueurs, comme je vous le disais auparavant, ça peut se jouer, je pense, 7-8 ans sans problème. Il n'y a pas vraiment de complexité. La mise en place, bon, fastidieuse, ce serait un grand mot, mais il faut 2-3 minutes pour mettre les jetons en place et mettre les boutons. Donc des boutons de différentes valeurs, numérotés de 1 à 10, et qui représentent la monnaie du jeu. Vous avez en plus un petit bonus en cours de jeu. Le premier qui arrive à faire un assemblage de 7 lignes sur x7 sans aucun trou gagne un petit bonus de 7 points. Voilà. On est loin de l'univers des donjons, des batailles dans l'espace. C'est paisible, c'est gentil, c'est non violent, et il en faut aussi. Voilà, c'était pour faire un petit contrepoint. C'est principalement des trucs d'affrontement quand même. Quoi. Ça a l'air tout doux comme jeu. Mais c'est tout doux. Non, c'est tout doux, mais c'est au-delà de ça très sympa à jouer. Je plaisante, mais c'est rigolo. Et t'exagères, j'ai présenté un jeu avec un verger où il faut faire une récolte de pommes et de Ouais, il y citrons. avait un écureuil méchant qui boulottait tout. Et moi, j'ai fait des architectes. Alors, tu vois, c'est... Voilà, donc je te trouve bien médisant quand même. Ça a l'air très cool aussi, ouais. Ça a l'air très doux, le matériel est assez sympa. Ouais, c'est très sympa. C'est vraiment, c'est coloré, c'est joli. Il y a vraiment un effort qui a été fait sur le graphisme et je le trouve très sympa. Les jeux à l'allemande. Voilà. Oui, ouais. Du coup, j'embraye avec un autre jeu à l'allemande qui est très connu, c'est Catan. Et il existe une version duo. Donc de mémoire, il y a 3 boîtes différentes. Une première boîte et puis 2 extensions. Moi, je ne suis pas trop jeu à l'allemande de base. Je préfère les jeux où on se tape dessus. Histoire de mettre bien à l'aise Jérôme à côté de moi. Donc, non, les jeux à l'allemande, c'est moins mon truc. Mais Catan Duo, je l'ai trouvé vraiment intéressant à jouer. Un jeu, donc il n'y a pas de plateau. Ça se fait uniquement avec des cartes et des pions. Pour avoir joué au Catan, la version classique, la version duo se joue très bien parce que je trouve que vraiment le Catan de base à 2 ne se joue pas bien du tout. On n'est pas assez dans la... Enfin, voilà, je trouve que les mécaniques ne sont pas adaptées. Par contre, la version duo, pour les aficionados de Catan et qui voudraient pouvoir jouer en plus petit nombre, c'est une très bonne alternative. Les extensions apportent... Il y en a une qui apporte la mer, c'est la boîte bleue apporte des choses, des explorations maritimes. Et la boîte verte, j'avoue que j'ai un trou, je ne sais plus ce qu'elle apporte, mais des choses en plus. Donc si on a toutes les boîtes, on peut combiner et se faire vraiment un très gros jeu à 2 qui peut durer assez longtemps. On n'est pas sur du petit jeu... de 10 minutes. Là, on est vraiment sur une vraie partie de gros jeux. Et je trouve ça assez appréciable aussi, parce que beaucoup de jeux duo ou de jeux solo sont finalement assez courts, 10, 15, 20 minutes, à quelques exceptions. Donc, celui que Samuel présentait de deck building et puis One Deck Dungeon qui fait bien une bonne heure. Quand on se fait pas latter dès les premiers jets de dés, ça peut vite mettre une bonne heure de jeu, en fait. C'est vrai que là, Catan Duo permet d'avoir un temps de jeu qui soit à peu près équivalent à ce qu'on pourrait trouver pour un jeu à 4 joueurs. Et je pense que pour certaines personnes, c'est aussi agréable de se dire on est parti pour une vraie session de jeu et pas juste 20 minutes, une demi-heure. Donc voilà, une bonne alternative. Les graphismes, c'est du Catan. C'est vraiment, il n'y a pas de modification du jeu. Donc on retrouve vraiment l'ambiance du jeu de plateau traditionnel. Et voilà, il est beau, il est assez sobre, il est classique, mais il fonctionne très bien. Donc un autre jeu à l'allemande. Alors, j'en ai quelques-uns encore. Un que j'aime bien, qui s'appelle Jekyll versus Hyde. Donc, un jeu à 2, que à 2 pour le coup. Et pareil, ça va être un jeu d'affrontement, un jeu de cartes. Donc, comme peut laisser présager le titre, un des 2 joueurs va incarner Jekyll et l'autre Hyde. Et la base du jeu, ça va être un jeu de plis. Donc, un peu comme la belote, le premier joueur va donner une couleur et un chiffre, et l'autre va devoir répondre avec la même couleur s'il le peut. Donc celui qui a la plus grande valeur remporte le pli.
La particularité de celui-ci, c'est qu'il se joue en 3 manches. Et donc le but de Jekyll, ça va être d'essayer d'harmoniser le nombre de plis gagnés. Donc ça veut dire que, par exemple, on voit que l'autre joueur commence à avoir plus de plis que nous. On va essayer d'en gagner quelques-uns pour réussir à être à l'équilibre. Tandis que Hyde, vu que lui veut faire sombrer Jekyll, va essayer d'avoir le plus grand nombre de plis différents. Alors, comment expliquer ça de manière claire ? C'est très simple quand on y joue, mais comme ça peut paraître compliqué. Soit perdre des plis pour que Jekyll ait plus de plis que Hyde, ou l'inverse. On ne veut pas forcément gagner le plus de plis, mais avoir le plus grand écart. Parce qu'en fait, on a un petit plateau qui accompagne ces cartes-là. Et par exemple, Hyde gagne 3 plis, l'autre en gagne 1. Imaginons. Et ben on va faire avancer le pion Jekyll vers la folie de 2. Et donc, au bout des 3 manches, si Jekyll a arpenté toute la piste et arrive du côté folie, Hyde a gagné. Donc, pour y avoir joué, c'est plus compliqué d'incarner Hyde, parce que c'est plus complexe de faire, parce qu'il y a quand même pas mal la petite piste fait quand même une dizaine de cases à peu près, donc il faut quand même y aller. Mais tout l'intérêt de ce petit jeu qui dure 15-20 minutes, c'est qu'en fait, on refait une partie et on intervertit les rôles. D'accord, oui. Donc c'est plutôt pas mal, ça reste assez équilibré. En plus sur le jeu de plis, donc il y a 3 couleurs différentes et l'ordre dans lequel on va jouer les couleurs va influencer sur la valeur des cartes. Donc par exemple, on va jouer les rouges, puis les vertes, puis les violets. Les violets seront plus forts que le vert et le vert plus fort que le rouge. Donc par exemple, moi je joue du vert, mais tu n'en as plus. Par exemple, tu vas jouer un violet, et ben il sera plus fort, même si c'est toi qui as lancé la couleur. Donc ça contrebalance un peu le jeu de plis où en fait c'est celui qui annonce qui, en fait si l'autre peut pas répondre, normalement il a perdu. Là en fait, même si t'as pas la même couleur, tu peux essayer de gagner en fonction de la valeur de la couleur. Donc c'est une petite mécanique qui est en plus, qui est pas mal. On a aussi des petites potions qui permettent de déclencher des pouvoirs et donc de parfois enlever justement les petits jetons couleurs. Donc comme ça, on repart de zéro. Je sais plus, échanger 2 des cartes avec le voisin. Donc parfois, on se dit, je garde mes bonnes cartes pour la fin. Et l'autre, il te met une potion et il te vole tes cartes. Oui. Et du coup, ça rajoute un petit peu, le jeu de plis, on peut se dire, bon, c'est cool, mais on a déjà vu. Là, en fait, ça rajoute des petites mécaniques vraiment toutes simples. Mais en les jouant, plus on joue et plus on comprend le potentiel de ces petites mécaniques en plus qui ont été ajoutées. Et ça marche bien. Ça me fait penser, c'est pas un jeu à 2, mais il y a un peu ça adapté à 2, on dirait le Roi des Nains. Oui, on en avait parlé, ça fait longtemps. Ouais. Mais le Roi des Nains, c'est un jeu, alors à partir de 3 joueurs par contre, c'est pour plus de joueurs, mais à partir de 3 joueurs, mais donc c'est un jeu de plis, pareil, avec 3 couleurs, bleu, vert et rouge, donc il faut faire des plis, sauf qu'à chaque partie, on joue en plusieurs manches, et à chaque manche, il y a une règle différente de comptage de points. D'accord. Donc à une manche, il faut faire le plus de plis, et donc ça te gagne 5 points, mais la partie d'après, il faut par exemple surtout pas récupérer la reine verte qui va te coûter moins 8 points. D'accord. Et donc il y a toujours une carte supplémentaire rajoutée avec un pouvoir spécial. Donc parfois ça va être cette carte est la copie de la carte précédemment jouée, ou il faut échanger sa main avec celle de son voisin. Oui. Donc ça rajoute ce genre de mécanisme et ça me fait vraiment penser à ça, même si là c'est pas un jeu duo, c'est un jeu à partir de 3, le Roi des Nains. J'ai l'impression qu'il y a ce petit côté-là chez Jekyll et Hyde, mais adapté à 2 joueurs avec stratégie. Et... c'est ça, ouais, c'est des petites mécaniques. Au début, on se dit, c'est pas très important, tu mets les jetons dans l'ordre où tu mets les jetons dans le genre, et puis c'est pas très important. Et en fait, au fur et à mesure que tu fais quelques parties, tu dis si, en fait, ça a toute son importance, et en fait, je peux essayer d'influencer le jeu et la partie avec ces petites choses-là. Parce qu'un jeu de plis, en fait, ça fait un peu comme une bataille, quoi. Oui. Et la bataille, vue, on s'amuse si on veut avec, mais là, ça rajoute un peu plus de profondeur. Et le fait d'avoir un petit rôle, même si c'est pas non plus... et d'intervertir d'une partie sur l'autre, ça challenge un peu aussi, c'est très très cool. Ça a l'air sympa. Le décor, le design est très chouette. Ouais, ça fait envie, ouais. Les couleurs sont belles. Mais ils ont réussi à faire un design qui est très beau. Il y a une petite figurine du coup à 2 têtes pour faire déplacer si on va plus ou moins vers la folie, etc. Donc c'est très très bien fait. Le design est vraiment très très beau, ça donne envie de jouer en tout cas. C'est chouette, en regardant, ça donne envie de tester. Et on pourra se faire ça si vous à 2 joueurs. Ouais.
Jérôme, tu as un jeu ouvert devant toi et du coup, je suis très curieuse. Alors, je vais vous parler de Seven Wonders Duel. Alors, l'objectif aujourd'hui étant de vous parler de jeux solo ou duo. Seven Wonders, c'est un jeu dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est très célèbre, il est bien joué, il est très bien. Seven Wonders Duel, c'est sa déclinaison en version A2. L'intérêt, c'est que vous avez de nombreux jeux où il y a toujours une possibilité de jeu multijoueur. Hein. Vous avez une possibilité de jouer à deux. La plupart du temps, c'est un petit peu décevant parce que c'est une déclinaison un petit peu cheap de la mécanique du jeu. C'est moins drôle, moins jouable. Seven Wonders Duel, c'est vraiment un jeu qui est pensé à deux avec la mécanique de Seven Wonders. Alors le principe est le suivant, vous êtes à la tête d'une civilisation et vous devez construire des bâtiments et des merveilles du monde. Ça se déroule en 3 étapes de jeu, 3 aires du jeu. Au début, vous construisez des bâtiments assez simples et vous allez vers des choses de plus en plus compliquées. C'est un jeu qui est vraiment très sympathique. Moi, c'est mon petit chouchou, hein. Je suis vraiment fan de ce jeu-là. Un petit peu de mise en place, il faut distribuer les cartes en fait au milieu de la table et vous jouez chacun à votre tour. Et 3 possibilités différentes de gagner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et très sympa sur ce jeu-là. Vous pouvez gagner une victoire scientifique. Vous avez des bâtiments qui sont spécifiques pour la science. Et donc, si vous avez réuni de mémoire 5 conditions, vous avez la victoire scientifique. C'est pas la plus courante. Hein. Ça peut arriver qu'on gagne à l'occasion scientifique. Mais vous avez surtout 2 autres façons de gagner. La guerre. Donc, en même temps que vous êtes en train de construire des bâtiments, certains de ces bâtiments sont des bâtiments militaires. Donc, vous construisez des casernes, ce genre de choses. Et ces bâtiments-là vous font évaluer sur le plateau de jeu. Vous avez un petit curseur qui est un bouclier et qui représente en fait l'état de la guerre. Et donc, au fur et à mesure de la construction de certains de ces bâtiments, votre curseur évolue vers la victoire de l'un des 2 joueurs. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité de gagner. Et la troisième possibilité de gagner, c'est tout simplement le comptage à la fin. Vous avez des bâtiments qui vous rapportent des points de victoire, plus ou moins. Et donc, vous comptez ces points de victoire à la fin de la partie. Vous avez pour cela des petits feuillets qui sont prévus, qui vous aideront à faire ce comptage. Et vous comptez, et à la fin, vous savez qui a gagné. Donc, c'est un jeu qui est très sympa à jouer, qui marche vraiment très très bien. La mécanique est intéressante. Moi, je le trouve graphiquement assez réussi. Les cartes sont jolies. Le plateau de jeu est assez sympa. Vous avez des petits jetons pour représenter l'argent, puisque tout ça vous coûte bien sûr des sous. Des petits jetons de science, comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà. Moi, j'espère vraiment vous donner envie de jouer à ça, parce que c'est sympa. Je ne sais pas ce que le fabricant recommande, mais ça peut se jouer, je pense, à partir de 10 ans, sans problème, peut-être même 8-9. Voilà, voilà, c'est ça. Toujours pareil, si vous avez l'habitude de ce genre d'univers, de ce genre de système de jeu, c'est pas très compliqué. Une partie suffit à vous faire prendre ça en main. Et vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, différents matériaux qui vous seront utiles pour construire vos bâtiments. Il vous faut du bois, de la pierre ou des briques. Ça me fait penser à ces jeux très connus qui sont déclinés en version duo. On a reçu à la bibliothèque, mais il n'est pas encore dispo, mais bientôt, Splendor Duel. Donc, je l'attends avec impatience, ouais. Je vais tester d'abord. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas mal ces jeux qui sont très publicités, parce que Splendor a une très très bonne presse en termes de jeu, et d'avoir une version duo. Il était jouable à 2, oui, le Splendor classique. Aussi. Après, là, ils ont refondu le jeu. C'est pas il y a les petits jetons avec les pierres précieuses, mais le jeu est différent, quoi. Il est vraiment prévu pour 2, donc. Mais c'est intéressant, d'adapter les licences sur des choses comme ça. Enfin, Seven Wonders, ils en ont fait un paquet. Ouais, ils ont fait qui est sorti l'année dernière, le Architect. Et en fait, moi, j'avais jamais joué à Seven Wonders avant, donc j'ai commencé par le Architect, qui est très bien aussi. Donc après, je connaissais pas les mécaniques, mais c'était cool. Et du coup, j'ai testé celui-ci dans la foulée aussi. Ouais. Et très bien, ouais. Puis ça marche bien. C'est
C'est très intéressant. Bon, j'ai gagné, donc c'était encore mieux. Ah bah oui, bah tout de suite. Ouais, j'ai gagné avec les sciences. Ah oui, Ouais. donc c'est pas la façon la plus courante de gagner, effectivement. Parce que en général, c'est des bâtiments. Les bâtiments de sciences, c'est ceux qu'on défausse en fait pour gagner des sous, et pour essayer de construire d'autres choses qui paraissent plus intéressantes. Mais oui, je confirme, on peut tout à fait gagner par la science. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on gagne par la science, la partie s'arrête. C'est-à-dire qu'on va même pas jusqu'au comptage. Ouais, Tu as gagné, paf, ou à la pouvoir guerre, de la science. voilà, tu as gagné la guerre, ça y est, la partie s'arrête. Le pouvoir de la science. Donc en général, c'est quand même plutôt vers les phases finales de jeu, bien sûr, hein, mais c'est rigolo. À savoir aussi qu'il existe des extensions pour la version duel, Aussi. ouais, qui permettent de prolonger le plaisir du jeu. Alors, pour en avoir pris une, moi, ça m'a pas super convaincu, parce que je trouvais que la version de base se suffisait elle-même, mais par contre, pour des gens qui joueraient vraiment de façon assidue, pourquoi pas, ça relance. pour Il y a des rejouer, nouveaux quoi. bâtiments. Alors, dans l'une des deux de mémoire, il y a la religion qui se rajoute. Donc, vous avez des bâtiments religieux et de nouvelles conditions de victoire. Et l'autre, non, j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais voilà. C'est Civilisation version jeu de plateau. Ouais, en fait. c'est ça. Ben oui, je suis aussi un grand fan de Civilisation. Je suis d'accord, c'est très bien comme jeu. Et on peut aussi gagner par la science, même si Eh c'est ben pas... oui, tout à fait. Et l'exploration tout à fait. spatiale, même si c'est rarement Voilà. le... Ou par la guerre. Voilà, La c'est ça. baston. C'est moins zen tout un coup, tu vois. Mais non, mais c'est une condition de victoire comme une autre. Je la respecte. Non, mais genre, il nous fait des Moi, je leçons suis non-violent. Je suis non-violent et en fait, Seven Wonders Duel, je gagne par la guerre. Faut pas se fier. T'avais encore un jeu peut-être, Samuel? J'en ai encore, oui. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle District Noir, qui est assez récent. Donc, jeu uniquement à 2 joueurs aussi. C'est un jeu de cartes et on doit faire le plus de points possible. On va avoir chacun un certain nombre de cartes en main. Et au moment où on va les jouer sur une ligne commune au milieu. Donc chacun notre tour, on va avoir le choix entre 2 actions. Jouer une carte de sa main et la poser, comme je disais, sur la ligne centrale, commune aux 2 joueurs. Soit ramasser les 5 dernières cartes qui ont été jouées sur cette ligne. D'accord. Donc le but va être après de les garder et de faire une collection de cartes. Parce que ça s'appelle District Noir. Donc chaque carte, on a 4 couleurs différentes et chaque couleur représente un district. Le but étant d'avoir au bout des... Combien de manches on a en tout ? 4 manches. Au bout de la 4e manche, d'avoir des majorités sur les couleurs. On a des cartes bonus et malus qui s'ajoutent. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des majorités, comme je disais, qui vont faire marquer, par exemple, on a la majorité sur les 8, on va marquer 8 points, sur les 7 points, etc. Si on arrive à faire une suite 4, 5, 6, 7, 8, on fait pareil des points. Et pareil, une condition de victoire où on arrête le jeu parce que l'autre, c'est bon, il a gagné. Il y a 3 cartes villes, et si on arrive à récupérer ces 3 cartes villes, on a gagné, c'est bon, on arrête la partie. Donc ça fait un peu les mécaniques de stop ou encore, où on pose des cartes, on essaye d'appâter l'autre un petit peu, dire « Ah, ça va l'intéresser, il va prendre les 5 cartes, là, parce que je suis sûre, il va prendre les 5 cartes. » Et moi, je me garde mes bonnes cartes en main, et comme ça, je vais pouvoir continuer à les poser, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien chacun en main, et récupérer moi les cartes que je veux, qui m'intéressent pour moi. Donc c'est des petites mécaniques comme ça. Les règles sont hyper simples, mais c'est ça, c'est essayer de bluffer un peu l'autre, de dire « Je suis sûre, il va y aller. » Moi, je me réserve. Et parfois, non, en fait. On les pose et puis on fait non, il veut pas. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on essaye de rentrer dans le cerveau de l'autre. Ça marche ou non, mais ça marche bien en duel. Les parties sont assez courtes, c'est 20 minutes. Et la rejouabilité, ça le fait aussi, vu que c'est jamais les mêmes parties, c'est jamais les mêmes combinaisons de cartes. Donc ça marche plutôt pas mal. Et comme je le disais tout à l'heure, en termes de points, même si tu n'arrives pas à avoir de majorité, en fait, le fait de faire plusieurs suites, tu peux quand même marquer des points. Tu n'es pas forcément obligé de bourrer les majorités pour remporter des points. Le fait de collectionner un peu de tout te fait quand même avancer sur les pistes de score, quoi. Donc tu n'es pas désavantagé si tu arrives à rien avoir en majorité. Il faut bien équilibrer ton jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça fait beaucoup de jeux japonais que j'ai sortis. Là, il est dans l'ambiance film noir, etc. Ah oui, mais à la base, il ne ressemblait pas à ça. C'est l'édition française qui a lancé. Toi, tu sors des jeux japonais, Jérôme sort des jeux à l'allemande, c'est bien, on est très équitable.
ce genre de choses. Et t'as un design très 1950 là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui. C'était pas Elle est très volontaire, rétro. mais après, c'est comme le Jekyll, c'est un jeu de cartes, donc après, l'habillage, ce serait un skijo, ce serait moche, on y jouerait quand même parce que les mécaniques sont chouettes, mais sûr. c'est vrai que ça rajoute un petit quelque chose. Ah ouais, c'est plus sympa quand même. Ouais. C'est beau à voir. Moi, j'ai un petit truc. C'est pas vraiment du jeu de société, mais ça se joue quand même, et ça se joue à 1. Ce sont des puzzles à énigmes. Je sais pas si vous connaissez. C'est les puzzles chez Ravensburger. Alors, il y en a version enfant et version adulte. Donc, c'est la différence, c'est la qualité des énigmes, enfin la difficulté des énigmes plutôt, et le nombre de pièces. 350 pièces pour des puzzles enfants et 750 pièces à peu près pour adultes. Le but étant, comme un puzzle classique, de refaire le dessin de la boîte. Sauf que le dessin n'est pas tout à fait le même sur la boîte et sur les pièces du puzzle. Donc, déjà, quand vous êtes en train de faire votre puzzle, vous êtes là, il n'y avait pas de crâne là. Pourquoi il y a un crâne? Donc, voilà, ça vous fait une petite difficulté supplémentaire. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'une fois que le puzzle est fini, il y a des énigmes dans le puzzle, il y a des numéros, on peut se référer et il faut résoudre tout un tas d'énigmes dans le puzzle. Donc il y a plein d'univers différents, il y en a plusieurs qui existent, certains qui sont très très fouillés au niveau de l'image. Vous avez une serre avec énormément de plantes, donc voilà, la complexité du puzzle à refaire. Il y en a qui sont un peu plus épurés, donc un peu plus simples à faire en termes de puzzle. Mais après, vous avez des énigmes et c'est vraiment, vraiment sympa. Moi, j'en ai un. On est dans un laboratoire de sorciers et il y a un gros squelette de dragon, il y a des œufs et j'ai l'impression qu'il y a un œuf qui a éclaté et qui n'est plus tout à fait en même état parce qu'il y a des petites choses bizarres qui arrivent sur le tapis de mon puzzle. Donc voilà, ça c'est un petit truc assez sympa. Je trouve ça intéressant du puzzle. Alors, on peut faire du puzzle pour plein de choses différentes parce que ça nous détend, parce que c'est joli aussi. Samuel en a un très très chouette qu'elle avait mis à disposition pendant notre soirée jeu, notre nocturne, un puzzle collaboratif où les pièces sont toutes biscornues. Donc ça, c'était sympa. C'est une mécanique aussi particulière, c'est un puzzle un peu évolutif, donc tu le finis. Oui. Et tu déplaces 2 morceaux du puzzle et tu sors une petite pochette en plus et tu as un mystère qui va apparaître. Tu n'as pas le modèle de ce qui va apparaître et du coup, tu as une petite surprise au milieu du puzzle. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on en a aussi des puzzles énigmes. On en a 2. On a un adulte et un jeunesse qu'on avait sorti aussi pendant les vacances scolaires. On fait des puzzles participatifs aussi. Et là, c'était le labo de je ne sais plus qui, de l'astronome peut-être. Et les énigmes sont corsées. Hein. On avait réussi à finir avec une dame. Et du coup, on s'était mis sur les énigmes à 2. Et il faut un peu se casser la tête. Et c'est plutôt pas mal. Après, si on n'y arrive pas, il y a quand même des solutions sur le net. Oui. Donc ça permet de se débloquer si on n'a pas trouvé. Mais c'est plutôt pas mal aussi, ça change aussi. Parfois on se dit, le puzzle, la finalité c'est de le finir. Là, il y a toujours une petite surprise ou un petit truc en plus c'est un truc qui me fait bien. Et on a envie d'y retourner pour savoir ce qui se passe à la fin. Alors les Ravensburger sont très classiques au niveau puzzle. Hein. Ce sont des pièces traditionnelles de puzzle. Le puzzle de Samuel a des pièces très rigolotes parce qu'elles sont courbes en plein milieu d'une image, parce qu'il y a des formes de triangles qui s'insèrent ou des carrés. Il va falloir déplacer 2 morceaux. Oui. Forcément, en fait, c'est comme si ton puzzle de base était en 3 parties déjà. Et du coup, tu t'intervertis 2 espaces, ça libère. Donc la technique du je fais d'abord tout le tour ne fonctionne pas avec son puzzle. C'est ce que j'allais dire, ça peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas. Ah, oui. Mais Après, les bords sont des bords comme ils sont d'habitude tout droits. Donc en fait, quand tu vois des pièces biscornues, tu te doutes que ça va pas être sur les bords, que ça va être au milieu. Pour séparer les différentes. C'est ça. Ouais. Et voilà, c'est une autre mécanique, une autre façon de jouer, c'est du jeu solo, du coup, mais après, rien n'empêche de le faire en duo, les puzzles, ma foi, je pense que ça se fait très bien. Et puis oui, moi j'aime bien le côté, c'est déjà assez permet de se poser, de faire son puzzle, de se casser un peu la tête, surtout que là l'image ne correspond pas à l'image de la boîte. Donc parfois ça c'est dur. C'est dur parce que parfois moi il faut ça se me dire, perturberait beaucoup, je pense. Moi j'ai mis un temps avant de comprendre que les petits morceaux que j'avais là, c'était un œuf qui avait sans doute éclaté et que c'était pas l'œuf de mon image. D'accord. Donc voilà, mais il y a plein d'autres détails. Ça, c'en est un parmi plein d'autres parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes dans ces puzzles. Parfois c'est très subtil, c'est une ombre qui est plus tout à fait la même ou une inscription qui est plus tout à fait la même. C'est des petites choses. Ou les couleurs qui changent. Mais du coup, il y a déjà un petit mystère à résoudre. Et puis après, les énigmes, c'est un deuxième jeu dans le jeu. Et je trouve ça assez sympa. Et ils ont une collection assez fournie. Il y a au moins 6 ou 7 puzzles adultes. Et puis il y a différents, comme tu disais, il y a différents niveaux de difficulté aussi. Enfin, tu es obligé de commencer par le truc où en fait, tu vas juste rien comprendre aux énigmes. Tu peux commencer par quelque chose de
light, même pas un jeunesse en fait, on s'en fiche après, mais Moi, j'ai attaqué direct avec un adulte. ouais. Mais... Et certains sont bien durs, donc tu peux adapter aussi la difficulté en fonction du jeu que tu prends. Ouais. Non, c'est vraiment sympa à jouer, et puis ça change un petit peu, et voilà. Donc ça, on pense pas forcément à ça quand on dit jeu de société solo ou duo, mais finalement, les éditeurs arrivent à se trouver des idées pour renouveler un peu la gamme du puzzle, et je trouve ça intéressant parce que ça revient à la mode. Le puzzle revient à la mode. Ouais, depuis le confinement, ça revient. ça carbure fort. Mais ça, du coup, c'est intéressant, et voilà, ça aurait été dommage de ne pas le mentionner. Oui. Un petit dernier pour la Un petit dernier pour la route. Allez. Vas-y. Qui va pas forcément être évident parce que visuellement c'est plus simple de l'avoir sous les yeux. Donc c'est un jeu qui s'appelle Moon Base ou Base si on veut. Et notre but ça va être de conquérir entre guillemets la Lune. Donc c'est un jeu qui se joue à 2. On va avoir un petit plateau avec la Lune et ses cratères. Et chacun notre tour, on va pouvoir poser des anneaux donc, de notre couleur, de celle de l'adversaire ou d'une couleur neutre. Donc, il y a des petits anneaux qui vont sur les petits cratères et des gros anneaux qui vont sur les gros cratères. Donc, chacun notre tour, on va poser un grand anneau, l'autre aussi, un deuxième, et ensuite, on va passer, chacun notre tour, on va poser 2 petits anneaux. Ça se joue en plusieurs manches, et le but, ça va être d'élever nos constructions. Donc, par exemple, j'ai un grand anneau, un petit anneau, je vais pouvoir poser un anneau par-dessus. Et en fait, on va pouvoir gagner des points en mettant des bases sur les anneaux qui sont au 2e niveau. Donc, ceux qui sont au 1er niveau, on n'en fait rien. Le but, ça va être d'élever nos constructions de manche en manche pour construire justement des bases sur celles qui sont surélevées. Donc, à chaque manche, on va compter combien on arrive à en mettre et on poursuit. Et du coup, au fur et à mesure, parfois on est bloqué, on n'arrive pas parce que, évidemment, on ne peut pas mettre un petit anneau sur un grand cratère et un grand anneau sur un petit cratère. Donc, on peut parfois gagner des petits points par-ci par-là si on n'arrive pas à les poser. Mais le but, vraiment, c'est d'ajouter à chaque fois un anneau à cette construction et nous élever sur nos constructions sur la Lune. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Pareil, en termes de matériel, c'est assez minimaliste. On a le petit plateau dont je vous parlais avec la Lune. Et sinon, c'est des anneaux et des petites bases. Donc, ça peut paraître comme ça assez abstrait. Mais ça fonctionne bien. Pareil, on se casse un peu la tête parce que parfois on voit l'autre qui commence à faire des constructions, fait « je ne suis pas d'accord ». Donc on peut essayer d'embêter un peu l'autre, sachant que quand on choisit les anneaux, en fait, on va avoir des piles, alors je ne sais plus combien on a, mais on va choisir en fait avec quelle pile on va jouer. Donc moi je dis, on va jouer avec cette pile-là, j'en prends quelques-uns, et l'autre va devoir aussi prendre sur cette pile-là pour jouer. Donc on peut influencer un petit peu aussi ce que peut donner la partie. Donc c'est plutôt pas mal. Ça change aussi, c'est un jeu plutôt posé, c'est un peu affrontement parce que le but c'est gagner plus de points que l'autre, mais c'est assez posé, l'univers moi je trouve ça plutôt beau, c'est du jeu japonais donc pareil c'est pas fait, c'est pas joli, fait exprès, mais ouais. c'est plutôt joli, je vous invite à venir l'essayer. Et en termes de règles, voilà, c'est pas compliqué quoi, on a des anneaux, on les pose et puis après on essaye de construire au maximum. Donc pour finir, un petit jeu qu'on connaît peut-être moins, mais qui vaut le détour aussi. C'est sympa les jeux où la mécanique correspond au dessin, au design, parce que c'est quelque chose qu'on évoquait dans un autre podcast, que parfois, voilà, c'est un prétexte, on a un jeu de cartes, ça pourrait être n'importe quel thème, des baleines, des arbres fruitiers ou de la conquête spatiale, ça ne changerait pas grand-chose à la mécanique, mais là, l'intérêt est vraiment, on joue vraiment sur l'exploration spatiale, c'est assez intéressant quand les deux sont bien liés et que les thématiques correspondent au thème, c'est quand même plutôt agréable. Ouais. Eh ben, merci à vous deux, merci Samuel, merci Jérôme pour ces recommandations. Là, ça donne très très envie de jouer, donc ça va être très dur de retourner à nos occupations et de ne pas tout lâcher pour aller faire des parties de jeu. Puis en plus, on est 3, donc ça ne va pas du tout. On peut pas, voilà. Non. Sur ce jeu-là, ça ne va pas du tout. Merci encore à vous, et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. À bientôt. À bientôt.